Terminer mon partage d'écran. Donc, bonjour tout le monde, je vais me présenter. Je suis Elisabeth Fortier de l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Je suis agronome et je m'occupe de l'aspect agronomique, donc tout ce qui est recherche en particulier et aussi homologation de pesticides pour la PMQ. Avec moi aujourd'hui, on a Catherine Lessard. Catherine, je te laisserai te présenter. Oui, bonjour, donc Catherine Lessard, directrice recherche et développement pour l'Association des producteurs maraîchers du Québec. De mon côté, là, je suis là pour vous parler là, davantage du Fonds d'innovation maraîcher qui est en cours de développement dans le cadre de cette présentation. Donc, le webinaire d'aujourd'hui porte sur les priorités de recherche qui ont été identifiées pour le secteur des légumes de champs frais, priorités qui se veulent pour les années 2020 à 2023. Donc, je vais vous présenter le sondage, la méthodologie et les résultats, mais l'objectif principal n'est pas de connaître aujourd'hui l'ensemble des priorités de recherche pour notre secteur, parce qu'il y en a beaucoup, mais plutôt que vous soyez outillés pour aller chercher les réponses à l'intérieur du rapport qui a été publié là, sur notre site Internet. Donc, quelques petits points techniques avant de débuter. S'il vous plaît, gardez vos micros et vos caméras fermés. Je vois que pour la grande majorité, c'est déjà fait. Si vous avez des questions à poser en cours de route, je vous invite à les poser dans le chat. À ce moment-là, Catherine pourra me diriger les questions pour que je puisse y répondre en cours de route. Si jamais vous voulez poser des questions de vive voix, ce sera possible à la fin de la présentation. Là, il n'y aura pas de souci, vous pourrez ouvrir vos caméras et micros et puis nous pourrons échanger s'il y a des questions à ce moment-là. Donc voilà, ça fait le tour. Je vais commencer dès maintenant. Donc, je vais partager mon écran avec la présentation. Alors, Catherine, tu me confirmes qu'on voit bien la présentation PowerPoint à l'écran? Je confirme. Merci. Donc, priorité de recherche 2020-2023 pour les légumes de champs frais. Voilà. Donc, on va commencer, bien entendu, par la méthodologie, comment on a procédé. Donc, c'est un sondage électronique qui a été envoyé à tous les producteurs de légumes de champs frais. Par sondage, qu'est-ce qu'on entend? C'était un questionnaire qui a été rédigé à partir de travaux antérieurs de priorisation. Dans notre secteur, il y avait déjà eu quelques travaux de priorisation dans les années 2010 par Forêt-Lavoie Conseil. Donc, je suis partie d'un peu la base qu'ils avaient, mais c'était des priorités de recherche transversales qui touchaient l'ensemble de la production maraîchère. Ce n'était pas des priorités de recherche par culture. Donc, on est parti de cette base-là avec les thèmes qu'ils avaient utilisés. Ensuite, on les a divisés en 4 grands axes: protection de l'environnement, préservation des ressources, régie de production et économie, phytoprotection, santé, qualité et salubrité des aliments. Donc, c'est vraiment un questionnaire basé sur les aspects agronomiques de la production. On n'est pas allé poser des questions sur le marketing, la commercialisation. C'est vraiment là en amont de la production. Il y avait 110 sujets et une seule question. La question: cocher les sujets pour lesquels nous devrions investir prioritairement en recherche. Et pour cette question, il y avait 110 thématiques que les producteurs devaient cocher oui ou non. Est-ce que c'est une priorité de recherche? Le questionnaire a été validé et bonifié par les avertisseurs phytosanitaires et je l'ai envoyé aussi à 4 chercheurs là, dans notre secteur pour voir si ça faisait le tour des thématiques de recherche possibles. C'est un sondage qui a été envoyé sous format électronique. C'est la firme AGECO qui a été mandatée pour adapter le questionnaire en format web et pour assurer la diffusion. Il a été envoyé pour une première fois en décembre 2019 à tous les membres de la PMQ. Par la suite, au printemps 2020, il y a une relance qui a été faite de manière ouverte via des infolettres. Le MAPAC a aussi distribué le questionnaire via différentes infolettres. Et par la suite, il y a un 3e envoi officiel qui a été fait durant l'été de juillet à octobre 2020 via cette fois la liste de l'UPA, de l'ensemble des producteurs maraîchers du Québec inscrits à l'UPA. Donc, on a vraiment rejoint tous les producteurs du Québec qui sont en production maraîchère, peu importe la superficie ou la régie de production, tant qu'ils font des légumes de champ. Et légumes de champ frais, ça exclut légumes de transformation et pommes de terre qui sont sous plan conjoint. Et
il y a eu 28 catégories différentes de légumes selon la nomenclature utilisée par la Financière agricole du Québec dans le cadre du programme Agri-Québec. Donc, il y avait 28 questionnaires. Tous les questionnaires étaient pratiquement identiques, sauf au niveau de la phytoprotection, que là, les questions variaient vraiment par culture. Mais sinon, il y avait 28 questionnaires et chaque producteur devait répondre entre 1 et 5 questionnaires. C'est lui qui choisissait à combien de cultures il voulait répondre. Donc, l'analyse maintenant de ce questionnaire. Il y a 4 filtres qui sont possibles. Le premier filtre, c'est au niveau de la régie de production. On a demandé aux producteurs de s'identifier soit en petite surface diversifiée, en étant un producteur biologique ou un producteur conventionnel. Au niveau de la petite surface diversifiée, le producteur pouvait cocher lui-même à l'intérieur du questionnaire diversifié en petite surface ou lorsqu'il répondait qu'il produisait plus de 5 cultures différentes et chaque culture avait un maximum de 1 hectare, à ce moment-là, nous le catégorisions dans la régie de petites surfaces diversifiées. Qu'ils soient en mode biologique ou non, ils étaient quand même tous regroupés puisque la grande majorité sont producteurs biologiques. Certains ne le sont pas, mais habituellement travaillent sous les principes de l'agriculture biologique. Donc, la première catégorie était vraiment les petites surfaces diversifiées. Ensuite, on allait chercher les producteurs qui étaient biologiques. Pour ça, ils devaient avoir coché certifié biologique, mais ne pas être considérés comme étant une petite surface diversifiée. Vous allez comprendre plus tard quand je vais vous montrer un graphique un peu des superficies et du nombre de répondants. La raison pour laquelle on a fait la distinction entre ces 2 catégories-là, puisque au champ, c'est vraiment des besoins de recherche qui peuvent être différents, puisque la régie biologique en grande superficie et en monoculture versus une petite surface diversifiée, les besoins ne sont pas les mêmes. Et finalement, troisième catégorie, la conventionnelle, donc ni un producteur biologique, ni un producteur en petite surface diversifiée. Les autres filtres possibles sont la région de production, le type de sol qui a été demandé et les ventes nettes annuelles. Pour ces 3 filtres possibles-là, c'est sur demande. Dans le rapport final, parce que vous allez voir les priorités de recherche, ces filtres-là n'ont pas été appliqués. Mais c'est possible, vous avez qu'à me contacter, puis je peux à ce moment-là sortir le rapport là, avec ces filtres en place. Maintenant, au niveau des résultats, c'est ce qui est le plus intéressant. Nous avons eu au total 295 réponses complètes. Il y avait à peu près une centaine de réponses, malheureusement, qui n'étaient pas complètes, que nous n'avons pas pu utiliser. La plupart s'arrêtaient après les 3 premières questions, donc c'était simplement des curieux qui ne sont pas allés au bout du processus. Donc, sur les 295 réponses complètes, ça représente 13 255 hectares de légumes de champs frais au Québec. Donc, à titre comparatif, là, en 2017, le MAPAC mentionnait dans son portrait qu'il y avait 1500 fermes maraîchères au Québec. Donc, c'est à peu près 20 des fermes maraîchères qui ont répondu au sondage. Et en termes de superficie, c'est presque 50 des superficies en production. Donc, on est très content de la participation à ce sondage. Et en même temps, ça nous dit qu'il y a un poids significatif là, aux réponses, qu'on peut les prendre en considération. Au niveau du nombre de réponses par rapport à la régie de production, voici la répartition. Il y a 142 producteurs qui sont des petites surfaces diversifiées, donc soit qui ont coché la case, qui se sont eux-mêmes identifiés, ou qui font plus de 5 productions avec moins de 1 hectare pour chacune des productions. Il y a 28 producteurs dans la catégorie biologique et 125 producteurs dans la catégorie conventionnelle. Si on regarde au niveau des superficies qu'ils représentent, les producteurs de petites surfaces diversifiées sont 142 et au niveau des superficies, représentent 276 hectares. Les producteurs biologiques sont 28 et représentent 940 hectares. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait cette distinction-là, puisque vraiment au niveau production, ce n'est pas les mêmes besoins nécessairement. Et la production conventionnelle représente 12 000 hectares. Donc, c'est assez représentatif de la production au Québec actuellement. On passe maintenant au rapport complet qui est disponible sur notre site Internet à l'adresse suivante. Je vais vous montrer le chemin pour y accéder. Donc, vous allez sur notre site Internet, apmquebec.com. Vous allez dans Publications. Et cette publication est disponible à tout le monde. Elle n'est pas réservée à nos membres uniquement. Vous allez dans
le filtre rapport de recherche. Et c'est le premier, priorité de recherche. Donc, vous cliquez, le PDF va s'ouvrir automatiquement. Donc, voici le rapport. Pour vous montrer un petit peu, je vais prendre le brocoli à titre d'exemple. Je sais que vous n'êtes pas tous des producteurs ou des chercheurs nécessairement dans le brocoli, mais c'est ma culture favorite, étant donné que j'ai fait ma maîtrise sur le brocoli. Donc, la manière que c'est présenté les résultats. En même temps, vous allez voir les thématiques qui étaient abordées, là, les questions plus précises. Donc, quand vous avez une culture, vous avez toujours les chiffres, donc le nombre de réponses en production conventionnelle, biologique et diversifiée en petite surface. Dans le cas du brocoli, on voit qu'on a 9 producteurs conventionnels, 4 biologiques et 31 en petite surface, qui représentent 859 hectares, 138 hectares et 4,9 hectares. Ensuite, vous avez les filtres qui ont été appliqués. Dans le cas présent, il n'y avait pas de filtre au niveau des types de sol de la région ou des valeurs à la ferme. Je vais mettre en plus grand écran. Voilà. Donc, première thématique, protection de l'environnement et préservation des ressources. Les grands thèmes demandés, résidus et rejets. On voit que pour la production de brocolis, en mode conventionnel, biologique ou diversifié, ici, vous avez le nombre de personnes, pas le nombre, pardon, le pourcentage de répondants qui ont dit oui, c'est une priorité de recherche. Donc, on constate qu'au niveau résidus et rejets, ce n'est pas une priorité de recherche pour les producteurs de brocolis, ce n'est pas un besoin. Peut-être que dans d'autres cultures, oui, ça peut être des besoins, mais dans le cas du brocoli, ce n'est pas le cas. Exemple ici, on a 22% des producteurs conventionnels qui ont dit oui, c'est une priorité de recherche. Le seuil pour lequel je mentionne que c'est une priorité de recherche, c'est 50%. Dès qu'on a 50%, j'ai mis un code de couleur, donc vous allez avoir un petit vert pâle. Et dès qu'il y a plus de 75% des producteurs qui ont coché cette case, vous allez avoir la case va être en vert foncé, donc c'est un petit code de couleur pour se retrouver plus rapidement. Ensuite, autre thématique, l'eau. Est-ce que l'eau est... Donc, on voit que oui, pour l'approvisionnement en eau, à la fois quantité et qualité, les producteurs conventionnels sont unanimes, c'est une priorité de recherche. Avec les étés qu'on a eus cet été, l'été dernier, ça fait quelques années que les bassins d'irrigation, les nappes phréatiques sont limites. Donc, oui, c'est une priorité pour la production de brocolis. Et aussi pour les producteurs biologiques et pour les producteurs en production diversifiée petite surface. Protection des cours d'eau pour la production biologique, c'est une priorité. Au niveau du sol, les questions qui ont été posées sont ici. Et les questions, c'est intégralement celles-ci qui ont été posées. Là. Elles n'ont pas été rephrasées pour le rapport de recherche. C'est vraiment mot pour mot qu'est-ce qui a été posé comme question aux producteurs. La vie microbienne santé des sols, on voit que c'est une priorité importante pour l'ensemble des producteurs. Et pas seulement pour la production de brocolis, vous allez voir que pour l'ensemble des productions, ça ressort très souvent vie microbienne santé des sols. Tout comme la question engrais verts, plantes de couverture, aussi une priorité. Au niveau des changements climatiques, stratégie d'adaptation au changement climatique, très important. Production de brocolis, ça ressort fort, mais dans les autres productions aussi. Alors que stratégie de réduction des gaz à effet de serre, ce n'est pas du tout une priorité chez nos producteurs conventionnels. Un petit peu plus chez les producteurs biologiques, mais ça ne score pas très fort. Ensuite, il y a des questions sur la biodiversité. Là, je vais aller un peu plus vite, je ne rentrerai pas dans le détail, vous avez compris comment ça fonctionne. Régie de production et économie. Donc, on a posé des questions au niveau de la fertilisation, au niveau de la gestion de l'irrigation au champ, les besoins en eau, les techniques d'application. Je sais que Paul Deschênes est sur le webinaire aujourd'hui, donc c'est les sections qui vont intéresser les chercheurs en irrigation. Semis et transplantation, juste mettre en surbrillance, automatisation, meilleure efficacité de la main-d'œuvre. Ça score fort chez les producteurs de brocolis, donc oui, c'est un besoin. Travaux en cours de saison, excluant la phytoprotection. Encore une fois, automatisation, meilleure efficacité de la main-d'œuvre, on obtient un bon score. Au niveau de la récolte, automatisation, meilleure efficacité de la main-d'œuvre, encore un bon résultat. Donc, on voit que c'est vraiment une priorité pour les producteurs de brocolis d'être capables d'utiliser la main-d'œuvre plus efficacement, la robotisation, l'automatisation.
Ensuite, on a posé des questions sur les nouvelles technologies et les autres thématiques reliées à la régie de production, plasticulture, rotation de culture, diversification. Ensuite, il y avait des questions sur les cultivars, donc l'amélioration génétique à court terme et à long terme, donc soit des essais de variétaux ou l'amélioration génétique. Au niveau de l'économie, études comparatives de compétitivité, donc les producteurs de Québec versus les producteurs de l'Ontario ou américains, exemple, les coûts de production et les analyses de risque. Grande thématique aussi, la phytoprotection. Donc, au niveau de la phytoprotection, il y avait des questions d'ordre général sur les risques, sur le développement de la résistance. Ce n'était pas très populaire pour les producteurs de brocoli. D'autres productions, c'est variable. Mais une question qui ressort pour l'ensemble des cultures, qui score très fort, c'est l'efficacité des biopesticides biostimulants et éliciteurs de défense naturelle. Vous voyez, c'est unanime sur l'ensemble des producteurs, c'est vraiment un besoin. Ensuite, on y va de manière spécifique au niveau phytoprotection. Donc, mauvaises herbes. Stratégie de lutte chimique, non. Mais stratégie de lutte mécanique, oui, un besoin important chez l'ensemble des producteurs. Par la suite, pour les insectes et les maladies, qu'est-ce qui a été posé comme question? C'est que pour chacune des 28 cultures, les 5 principaux ravageurs ont été identifiés préalablement. Et pour chacun de ces 5 ravageurs, il y avait 6 thématiques différentes. Donc, pour exemple, la cécidomie du chou-fleur, est-ce que c'est une problématique, oui ou non? Et si oui, pour quel sujet précisément? Est-ce la connaissance de sa biologie, des méthodes de surveillance, les seuils, les stratégies de lutte biologique, donc on parle de prédateurs parasitoïdes, les stratégies de lutte chimique, incluant les biopesticides, ou les stratégies de lutte physique, exemple les filets. Donc, pour la cécidomie du chou-fleur, on peut voir c'est quel aspect qui est problématique et où est-ce qu'il y a de la recherche qui devrait être effectuée. Au niveau des maladies, c'est le même principe. 5 maladies ont été préalablement identifiées et pour ces 5 maladies-là, il y a 5 grands sujets. Donc, on voit qu'au niveau du brocoli, c'est dans la tache alternarienne qui est la plus grande problématique et c'est surtout pour les producteurs biologiques. Dernière thématique du sondage, santé, qualité, salubrité des aliments. Donc, salubrité, connaissance des menaces physiques, chimiques, microbiologiques, au niveau de la traçabilité, au niveau de la qualité nutritive et de la conservation post-récolte. Elisabeth, je t'arrête. On a un commentaire qui demande de grossir un peu le document, s'il te plaît. Oh. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ça fait le tour pour santé, qualité, salubrité des aliments. En moyenne, cette thématique-là est un petit peu moins populaire que les autres thématiques. Les besoins en recherche sont un peu moins importants. Mais encore là, il faut faire attention, c'est du cas par culture. Bon, on arrive à la fin. Question qui était posée, l'importance des thématiques. Puisqu'on a 4 thématiques différentes, pour les producteurs, ils ont dit oui, c'est tous important, mais dans les 4 grandes thématiques, laquelle est vraiment la prioritaire? Là, si on doit vraiment sélectionner une seule priorité de recherche pour l'ensemble des producteurs de brocolis, on s'oriente vers quoi? Donc, la question était très générale. Parmi les grandes thématiques, quelles sont les plus importantes pour cette culture? Donc, phytoprotection, santé, qualité, protection de l'environnement, préservation des ressources et régie de production et économie. Donc, vous avez les résultats sous forme de diagramme. Et finalement, vous avez les commentaires spécifiques à la culture qui ont été ajoutés par les producteurs directement. Donc, dans le cas du brocoli, il n'y a pas beaucoup de commentaires spécifiques. Donc, ça, c'est la fiche brocoli. Et par la suite, le même pattern recommence pour les 28 cultures différentes. Là, ici, la carotte. Juste avant de terminer, je vais vous mentionner, voilà ici, que j'ai pris l'initiative de regrouper les questions qui étaient d'ordre plus général, qui n'avaient pas vraiment de lien spécifique à une culture. Si je regarde ici, résidus, rejets, exemple, la gestion des contaminants, les fonds de pulvérisateurs, les plastiques souillés, ce n'est pas relié nécessairement à une culture précise. Donc, j'ai pris ces questions-là, je les ai isolées et j'ai regroupé l'ensemble des 28 questionnaires pour voir l'importance de ces thématiques-là qui sont vraiment plus générales, plus transversales. Donc, c'est dans
la fiche question générale que vous allez retrouver ce résumé-là. Donc, je ne vais pas passer à travers, c'est simplement vous mentionner qu'il existe. Et je vais à la fin, je vais un peu vite là, ici. Autres besoins en recherche. Les producteurs ont été très volubiles sur d'autres besoins en recherche où vous voulez parfois mettre l'emphase sur une thématique précise. Donc, vous avez l'ensemble des commentaires des producteurs qui ne sont pas reliés à une culture spécifique, mais en général sur la recherche. Donc, pour les producteurs conventionnels, les producteurs biologiques et les producteurs en petite surface diversifiés. Donc, vous pourrez aller voir là, des commentaires spécifiques que les producteurs ont mis. Bien entendu, tout cela est anonyme. J'ai enlevé tout ce qui pouvait permettre d'identifier un producteur. Donc, voilà, ça fait le tour de mon côté pour les priorités de recherche. Donc, je vous invite très fortement à aller consulter le rapport sur notre site Internet. Si vous avez des besoins spécifiques avec des filtres pour certaines cultures, n'hésitez pas à me contacter. Je vais pouvoir vous sortir les rapports sans problème. Donc, l'objectif, c'est vraiment que cet outil-là soit utilisé pour orienter la recherche dans le futur, à la fois par les chercheurs dans les centres de recherche, au niveau du gouvernement, du MAPAC, de l'Agriculture Canada, les fonds de recherche qui vont être attribués. Donc, basez-vous sur ce questionnaire-là. Il y a une bonne validité. On a un taux de réponse très intéressant. C'est un grand effort de la part des producteurs pour répondre parce que pour certains producteurs, ça a pris plus de 45 minutes de répondre au sondage dans son entièreté. Donc, voilà, c'est un outil qui est disponible à tous. Donc, ça fait le tour de mon côté. Catherine, soit que je prends les questions, soit que je te laisse embarquer sur la mise à jour pour le Fonds d'innovation. Je proposerais peut-être de présenter le Fonds d'innovation maraîcher, d'en parler un peu avec la mise à jour, puis ensuite de prendre des questions là, pour les deux sujets ensemble, si tu es d'accord, Elisabeth. C'est parfait. OK. Donc, allons-y. Je n'ai pas de présentation, là, je vais y aller de vive voix. Donc, à titre de rappel, pour ceux qui sont moins familiers avec ce projet-là, le Fonds d'innovation maraîcher, c'est un projet sur lequel travaille depuis déjà plusieurs années l'Association des producteurs maraîchers du Québec et puis qui vise à obtenir un financement là, directement des producteurs, donc de tous les producteurs pour financer des projets de recherche, pour s'assurer qu'on ait une enveloppe là, récurrente dans le secteur maraîcher, puis qu'on puisse aussi structurer le secteur de la recherche là, qui se fait dans le secteur maraîcher. Donc, les producteurs visés, en gros, ce seraient tous les producteurs de production maraîchère. Donc, on entend par, ou plutôt de producteurs en champ, de cultures légumières en champ, excluant les pommes de terre et puis toutes les autres cultures en plan conjoint, là, donc également les légumes de transformation. Donc, en gros, très rapidement, comment ça fonctionnerait? Bien, que ce serait basé sur les priorités de recherche là, qui ont été identifiées par Elisabeth. Puis d'ailleurs, bien, ça serait mis à jour fréquemment. Le financement, ça correspondrait à environ 0,1 % des ventes nettes de légumes en champ frais pour les producteurs participants. Et puis, ça couvrirait à la fois le secteur conventionnel, biologique, et puis on fonctionnerait là, avec des fonds pour différents types de légumes, donc légumes feuilles, légumes racines, légumes fruits, autres légumes et petites surfaces. On a inclus aussi une catégorie là, spécifique pour la culture diversifiée en petites surfaces. Et les fonds seraient alloués à chacune des productions à l'intérieur de ces grandes catégories-là en fonction du prorata des contributions sur un horizon de 5 ans. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant avec ce beau projet que nous menons depuis déjà un bout de temps? Bien, en gros, pour être capable de mettre en place le Fonds d'innovation maraîcher, il nous faut un mécanisme de financement obligatoire pour les producteurs visés. Donc, le mécanisme qu'on a choisi, l'Association des producteurs maraîchers du Québec, c'est de mettre en place une chambre de coordination et de développement. Pour ce faire, il faut qu'on demande l'accréditation à la Régie, que la Régie nous donne le droit de former cette chambre de coordination et de développement-là. Donc, ça, c'est prévu. Il faut aussi qu'on prévoie le mécanisme financier avec la financière agricole du Québec pour prélever l'argent à partir des ventes annuelles nettes.
Donc, demande à la régie qui doit être prévue et puis également là, des démarches auprès de la financière agricole du Québec pour être capable de demander à la régie de former cette chambre de coordination et de développement. Nous devons avoir un organisme qui est accrédité pour représenter tous les producteurs visés. Alors, le syndicat des producteurs maraîchers du Québec va faire une demande à la régie prochainement. Une fois que la régie, le cas échéant, va nous avoir donné le droit de représenter les producteurs visés, c'est là qu'on va pouvoir faire la demande pour la Chambre de coordination et de développement. Alors, c'est une demande qui va être faite en 2 temps. Avant de pouvoir faire cette demande d'accréditation-là, nous devons tenir une assemblée générale spéciale des membres du syndicat des producteurs maraîchers du Québec et puis revoir aussi notre réglementation à l'interne. Alors, c'est là qu'on est en ce moment. On est en train de fignoler tous les aspects, je dirais, juridiques, réglementaires et de gouvernance pour être en mesure de faire cette première étape d'approbation à la régie. Ceci dit, on a déjà bien avancé sur le fonctionnement de notre chambre de coordination et de développement là, pour accélérer la demande qui va être éventuellement effectuée. On est aussi allé chercher des partenaires pour notre chambre de coordination et de développement parce que le principe de la chambre, c'est qu'on n'est pas tout seul là-dedans. On doit avoir d'autres collaborateurs qui amènent leurs idées, qui nous aident aussi dans ce processus. Et nous sommes déjà allés chercher l'approbation, ou plutôt la participation de la QDFL, l'Association québécoise des distributeurs de fruits et légumes, et également, j'espère que j'ai bien dit l'acronyme, je vois que Marie est participante, excuse-moi Marie si je me suis trompée, et également via Pôle d'expertise agricole qui est l'organisation qui représente les conseillers. Alors, ça, c'est déjà approuvé. Alors, on a déjà notre groupe pour créer notre chambre de coordination et de développement. Il ne reste plus qu'à mettre en place ces différentes étapes administratives et d'accréditation. Alors, ça termine ma mise à jour sur où est-ce qu'on en est avec le Fonds d'innovation maraîcher. Et je crois que moi et Elisabeth, on est prêts à prendre les questions. Cette fois-ci, si vous voulez ouvrir votre micro et nous en faire part en personne, vous êtes les bienvenus. Ne soyez pas gênés. Ah, parfait. Marie dit que c'est bien. C'est bien l'Association québécoise de la distribution des... En attendant qu'il y ait d'autres questions, j'en profiterai pour vous inviter pour nos prochains webinaires qui ont lieu à tous les mercredis à 11h15, qui sont d'une durée d'environ 30 minutes. On va respecter notre temps aujourd'hui. Il me reste encore 2 minutes s'il y a des questions. Il n'y a pas de problème, on peut dépasser aussi jusqu'à midi. Donc, les prochains webinaires, la semaine prochaine, c'est un webinaire sur les eaux de lavage, la nouvelle réglementation qui a été mise en place. Donc, tous les producteurs, vous êtes invités, intervenants aussi, à participer à ce webinaire. Ceux qui ne peuvent assister, tous les webinaires seront offerts en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Les liens seront disponibles bientôt. Ensuite, prochain webinaire le 17 février sur le projet Action en magasin. Donc, une tournée qui a été faite dans les magasins pour évaluer la place des produits québécois sur les tablettes. Et au mois de mars, il y a d'autres webinaires à venir, probablement sur la réduction des risques liés aux pesticides, un projet pilote qui a eu lieu dans les Laurentides et probablement un webinaire, c'est à confirmer, sur la transition pour l'agriculture biologique. Donc, c'est ça. On vous invite à vous inscrire au prochain webinaire. Si vous en ratez, il n'y a pas de problème. Il y aura la chaîne YouTube. Vous pourrez les revoir en rediffusion. Donc, à moins qu'il y ait d'autres questions. Je vois une question. Elisabeth, oui. Est-il envisagé de réviser les besoins en recherche au-delà de l'étude déjà réalisée? C'est une question de Marie. À l'intérieur du Fonds d'innovation, on s'était engagé à réviser les besoins à tous les 3 ans. Donc, 2023, oui, il y aurait une révision. À quel point ça serait un questionnaire complet ou est-ce qu'on repart de zéro ou si c'est une révision sommaire? Mais oui, à tous les 3 ans, c'est prévu de faire une révision là, pour adapter en fonction de nouvelles problématiques qui peuvent émerger. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Bon. Sur ce, alors, je vais vous souhaiter un bonne heure de lunch à tout le monde et merci pour votre participation. Donc, au plaisir de se revoir pour un prochain webinaire.
Merci à tous.